Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, dernier épisode, enfin. Vous me direz, vous en avez marre d'entendre parler de leadership toutes les semaines. C'est le dernier, il y en a eu 10, je ne sais pas pourquoi, c'est le hasard. J'ai choisi, sur les 2 bouquins, j'ai choisi 10 articles. Donc, c'est le dernier épisode dans la série Leadershift Harvard Business Review, dont vous avez largement entendu parler maintenant. Cette semaine, en anglais, Nimble Leadership. Alors, nimble en anglais, ça veut dire agile, souple, habile. Donc, LOL. Parce qu'en fait, plutôt que de dire Agile Leadership, comme tout le monde l'aurait dit, elles disent, oui, elles, parce que ce sont que des dames qui ont fait l'article, donc c'est très bien. Mais, bon, voilà. Nimble Leadership, donc moi j'ai traduit ça par leadership souple, parce que faut ne pas dire leadership agile, parce que c'est un terme agile qui est éculé, qui est complètement, voilà, qui est vidé de son sens, quoi. Donc, leadership souple, de quoi s'agit-il ? En fait, j'ai l'impression qu'elles ont fait la recherche puis qu'elles ont mis le titre après et pas le contraire, ce qui est plutôt bien. C'est des chercheuses au MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, côte nord-est. Donc, mais vous verrez le terme souple pour particulièrement, significatif. C'est pas tellement ça qui compte, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Leur hypothèse, en fait, c'est que le management command and control est mort. Donc le management à l'ancienne, où on a des gens qui décident en haut, puis qui contrôlent ce que font les gens en bas. Nos auteurs disent qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Alors, lol, parce que l'épisode 156, on a, par exemple, une alternative crédible. Dans la même publication que celle dans laquelle elle publie, un article quelques années avant, chez nous, on l'a fait l'épisode 156, c'était Coordinate and Cultivate. Donc, on remplace Command and Control, CC, par Coordinate and Cultivate, coordonner et cultiver, aussi un autre CC. Donc voilà, j'ai lolé, comme disent les plus très jeunes, parce que, il y a un petit peu de myopie, qui est peut-être de bonne guerre, je sais pas. Alors, cette recherche au MIT, qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne 3 types de leaders, 2 principes culturels et 3 principes de leadership, en gros. Donc moi j'ai appelé ça 3 plus 2 plus 3. Et je vais donc vous en parler. Pas avec force détail, mais avec force résumée. Les 3 types de leaders, entrepreneurs, enablers, architectes, 2 principes culturels, innovation et résilience, 3 principes, leadership distribué, collaboration émergente, contrôle versus liberté. On y va ? Bon, on y va. Alors, 3 types de leaders. Ou comment enfoncer des portes ouvertes. Parce que, en fait, en lisant l'article, c'est pas la partie que j'ai trouvée la plus intéressante. En fait, elles décrivent ce qui se passe dans la plupart des entreprises. Elles disent qu'il y a 3 types de leaders. Donc, les entrepreneurs, qui ont tendance à être plutôt dans le bas de la chaîne hiérarchique, dont le job est de livrer les services et les produits. Un peu de choses près. C'est ce qu'on appelle, bêtement, des managers de proximité. Chefs d'équipe, coordinateurs, team leaders, tous ces gens-là, ce sont, selon elles, des entrepreneurs. Caractéristiques de ces entrepreneurs, aussi, évidemment, confiance en eux, confiance en elles. Donc des gens qui doivent être confiants pour pouvoir assurer l'opérationnel, assurer la livraison des services et des produits, évidemment. Une grande volonté d'agir. Ce qui les caractérise, c'est le fait que c'est des gens qui veulent avancer, qui veulent faire avancer les choses. Un mindset stratégique, ça ne veut pas dire que leur job c'est de faire la stratégie, mais ça veut dire que ces populations-là doivent avoir un état d'esprit stratégique, c'est-à-dire penser au quotidien, mais dans la perspective stratégique. Par exemple, bien connaître les objectifs de l'entreprise, bien connaître la stratégie de l'entreprise. Pourquoi ? Je vous laisse réfléchir un petit coup. Pourquoi ? En fait, parce que ce mindset stratégique permet de mieux trouver ce qui est important, donc de mieux prioriser, donc de clarifier les priorités pour les collaborateurs et les collaboratrices. Le nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui viennent me voir pour des cours de ce qu'on appelle de gestion personnelle chez nous, chez Coapta, organisation personnelle, alors qu'en fait, le problème, il est en dessus. Ça veut dire que les couches managériales supérieures ne priorisent pas, et donc toute la priorisation doit se faire tout en bas.
Vous ajoutez à ça peut-être un manque de communication sur les valeurs, les principes d'action ou la stratégie de l'entreprise, et puis vous imaginez ces personnes là en bas se dépêtrer dans je sais pas combien de dizaines de projets, de tâches, c'est un bordel sans nom. Entre parenthèses, je viens d'avoir mon record du monde du nombre d'interruptions dans une journée. J'ai un collaborateur d'une entreprise que je ne citerai pas qui a mesuré ces interruptions. Il est arrivé à 68 dans une journée. Donc voilà, envoyez-moi des messages pour lui, je lui transmettrai, ça lui fera plaisir. Donc, confiance en eux, en elles, volonté d'agir, mindset stratégique et une capacité à attirer les gens, une capacité à fédérer, à générer ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas très révélateur parce qu'on sait que dans les couches inférieures de hiérarchie, c'est ces gens-là qu'on a, mais je trouvais les 4 capacités, qualités plutôt intéressantes. Alors, deuxième type de leader, les enablers. Alors, to enable en anglais, ça veut dire permettre, mais bon, les permettants, c'est pas terrible. Un enabler, c'est quelqu'un ou quelque chose qui débloque, qui permet quelque chose d'autre. Et c'est évidemment le rôle du middle management. D'accord ? Donc là, la valeur essentielle, c'est d'organiser les ressources. Donc, c'est typiquement les chefs de département dans des entreprises de taille moyenne. Et là, les 3 caractéristiques principales, c'est des compétences de coaching. Pourquoi ? Parce qu'il faut coacher ces managers, il faut coacher ces entrepreneurs. Il ne faut pas les faire le job à leur place, ce qui est une grosse tentation évidemment pour tout le monde. Donc il faut les coacher, il faut les aider à trouver les solutions et pas trouver les solutions à la place d'eux. J'utilise une métaphore qui est le black box management. Par exemple, un chef de département, je dis, tu as 4 équipes dans ton département, chacune des équipes doit fonctionner comme une boîte noire. Il y a des inputs, il se passe quelque chose de magique, puis à la fin, il y a des outputs. Toi, tu t'occupes des inputs, des outputs, et de coacher la personne sur la boîte noire. Tu vas pas chercher à comprendre comment fonctionne la boîte noire, ça c'est le job du team leader, mais tu vas coacher la personne sur comment fonctionne cette boîte noire. Donc, les enablers, ils doivent savoir coacher, ils doivent connecter. Les enablers, c'est les gens qui doivent connecter les équipes les unes aux autres. Pas seulement les leurs, mais aussi les équipes des autres départements, qui doivent déjà commencer à connecter avec souvent des fournisseurs ou des clients. Imaginez, typiquement les achats, ce sera plutôt avec les fournisseurs, et puis les clients plutôt pour la vente. Mais donc de grandes capacités à connecter les gens, à mettre les gens en relation. Un enabler, c'est aussi quelqu'un, on l'a vu dans un épisode précédent, qui va permettre aux gens de trouver la bonne ressource dans l'entreprise. Alors quand vous êtes 30, oui c'est pas compliqué, mais quand vous êtes 300 ou 1300, je connais pas forcément qui. Et donc j'aurais tendance à me reposer sur le processus. Ce qui est pas forcément idéal, surtout quand il faut aller peut-être un peu vite. Et troisième capacité, c'est une capacité à communiquer. Évidemment, ça va avec la connexion, mais c'est des gens qui ont beaucoup de communication à faire, et en particulier de ce qui vient d'en haut, la direction. Et 2 principes de communication que je trouvais intéressants aussi, simplicité, rapidité. Donc, on communique simplement. Ça veut dire que on donne à nos collaborateurs, donc chefs d'équipe, des principes simples de communication. Quand il se passe ça, plutôt comme ci. Quand il se passe ça, plutôt comme ça. Voilà les 3 caractéristiques du middle management, des enablers, comme les appellent nos 3 auteurs. Et enfin, le niveau du haut, les architectes. Et là, la valeur, c'est stratégie et culture. Sans aucune surprise. La stratégie et l'organisation, si vous voulez bien, qui est tout ce qui est statique, qui est tout ce qui est processus, structure, organisation, comment est-ce qu'on appelle ça, organigramme d'un côté, et à mon avis surtout le côté culture d'entreprise, veiller à la culture, à la développer, à la soigner, à l'arroser, comme un jardinier. Je prends souvent cette image. Et là, alors elles prennent in extenso l'exemple de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qui lui a adopté le growth mindset de Carol Dweck, qu'on a vu nous à l'épisode 28. Et elles disent, voilà, en gros un architecte, il doit favoriser ou faire émerger une culture de l'apprentissage permanente dans toute la boîte, quoi. Donc pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 principes, mais un seul en ce qui les concerne. Les architectes sont les spécialistes de l'apprentissage et de l'état d'esprit de croissance. Donc revoyez l'épisode 28 si vous en avez l'envie.
Donc voilà nos 3 types de leaders. Oui, sans surprise, elles décrivent en fait les 3 couches principales, hein, le management de proximité, le middle management et le top management. Et donc vous voyez, avec des capacités différentes. Alors, que faire si vous êtes, je sais pas moi, entrepreneur et puis votre enabler de chef, il ou elle enable pas tellement, mais elle est surtout entrepreneur comme vous me l'envoyez, info@coapta.ch. Hein, non mais sans plaisanter, ces 3 rôles sont complémentaires pour autant qu'ils soient joués chacun euh, en même temps, mais chacun son niveau. On peut pas avoir que des entrepreneurs. Parce que sinon, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'architecte, quoi. Il n'y a personne qui pense à ce niveau-là. Donc, chacun son job en termes de leadership. Alors, 3 plus 2 plus 3, on avait le premier 3, maintenant le 2, donc 2 principes culturels, elles mettent l'un, et je trouve intéressant de mettre l'un avec l'autre, innovation et résilience. Innovation connue, capacité à non seulement faire de l'innovation incrémentale, comme on l'appelle, ça veut dire par petites étapes, par petits pas, mais aussi innovation de rupture, comme on dirait. Hein, donc d'un côté, innovation, et d'autre côté, résilience. Alors la résilience, ça vient plutôt de la psychothérapie ou de la psychiatrie. Hein, Boris Cyrulnik, un des grands pères de la résilience, mais qui est plutôt c'est intéressant, c'est plutôt une capacité psychologique à survivre dans la difficulté. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que les principes culturels devraient, peu importe la culture telle que vous la vivez, devraient favoriser l'innovation et la résilience, simplement parce que c'est ce que le marché demande. Mais il vous demande d'innover, ça vous le savez, mais il vous demande aussi de posséder ces capacités de résilience pour que l'entreprise elle-même, ou l'association, ou l'institution, puisse naviguer à travers le monde complexe que nous naviguons aujourd'hui. Et donc, ce qu'elles disent, c'est que, du coup, le leadership doit être auprès des personnes qui peuvent incarner ces principes, plutôt qu'auprès des personnes qui sont en poste, un directeur ou une directrice ou que sais-je. Donc, on verra dans le principe tout de suite, hein, il y a 3 principes maintenant. Le premier, c'est le leadership distribué. Évidemment, ça veut dire que oui, je suis peut-être directeur, mais moi, je suis pas bon en innovation. Moi, je suis pas hyper résilient parce que j'ai pas eu cette histoire de vie, parce que je suis arrivé quand l'entreprise allait déjà bien. Eh bien, je trouve des personnes dans mon entreprise, dans mon département peut-être aussi, qui peuvent incarner ces principes et je leur donne du pouvoir, je leur donne de l'autorité. Je leur dis voilà, lui c'est mon chief innovation, je sais pas quoi, ou cette personne-là va s'occuper de développer telle ou telle capacité de résilience. Plutôt que de les garder pour soi parce que je suis chef et je dois être parfait. Non, c'est une erreur. Donc, leadership distribué. Ça, c'est le premier des 3 principes de fonctionnement. Le deuxième, c'est la collaboration émergente. Alors, on avait vu ça dans les épisodes 120 et quelques. J'avais passé 4 ou 5 épisodes à vous montrer, à vous partager ce que des chercheurs avaient trouvé en termes de collaboration, comment ça fonctionne. Et on avait, à l'époque, trouvé qu'il y avait 3 conditions à réunir pour la collaboration. Il y avait 3 processus essentiels et il y avait du coup 3 choses qui arrivaient, qui émergeaient, comme on dit, dont la collaboration. La collaboration, c'est pas quelque chose que vous décrétez. Vous pouvez décréter un processus de gestion de conflit. Vous pouvez décréter une formation et un processus de coaching en cas de difficulté. Mais vous pouvez pas décréter la collaboration. Parce que la collaboration, c'est ce qu'on appelle dans les systèmes complexes un phénomène émergent, ça veut dire que ça arrive. C'est comme la sécurité psychologique, c'est aussi émergent. Hein, donc vous avez des leviers, vous pouvez tirer, pousser, tourner, et si vous avez la bonne combinaison en fonction de votre culture d'entreprise et de votre des personnes que vous avez, pouf, ça va arriver, ça va émerger. Donc, collaboration émergente, je vous encourage à aller réécouter ces épisodes qui sont tous intitulés Le travail en équipe. Je crois qu'il y en a 9, c'est aussi une série. Donc c'est le deuxième principe de notre leadership agile, souple, collaboration émergente. Vous voyez que ça va assez bien. On voit bien que dans un environnement complexe, si vous avez dit principe structurant, vous pourriez dire que c'est pas forcément la meilleure manière d'être souple ou habile. Et enfin, troisième principe, contrôle versus liberté. Elles disent, dans les entreprises qui ont ces capacités et ces principes, il faut pouvoir avoir une bonne discussion dans qu'est-ce qu'il faut contrôler et dans quoi est-ce qu'il faut laisser les gens libres. On sait pourquoi la liberté est importante, elle agit sur la motivation, on l'a vu, mais le contrôle agit aussi sur la motivation. Ça donne aussi une perception de la compétence
des entreprises. Imagine une entreprise qui contrôle rien de la manière dont le travail se fait, elle serait pas prise au sérieux, ni par les clients, mais surtout pas par les collaborateurs non plus d'ailleurs. Donc il faut équilibrer cette idée de contrôle vers liberté. On peut pas être une entreprise qui ne contrôle rien, mais on peut ne pas non plus être une entreprise qui contrôle tout. Et donc ce dialogue entre contrôle et liberté doit être posé et peut-être revu même d'ailleurs, une fois par année, une fois tous les 2 ans, pour voir comment est-ce que ça fonctionne et si ça fonctionne bien. Donc voilà, 3 types de leaders, entrepreneurs, enablers, architectes, 2 principes culturels, innovation et résilience, et puis 3 principes plus généraux, leadership distribué, collaboration émergente et contrôle versus liberté. Alors, c'est intéressant, elles font un avertissement. Elles disent attention, ce genre de système, donc le leadership habile, n'est pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est relativement complexe. Ça veut dire que quand vous mettez ça en place, ce qui va se passer, c'est que les gens vont être relativement libres, relativement autonomes, les choses vont s'organiser, un peu s'auto-organiser. Et vous le savez, l'auto-organisation, on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. Donc ça peut être assez complexe. Deuxième raison pour laquelle c'est pas pour tout le monde, les changements du coup sont lents, parce que la prise de décision est un peu plus lente. Alors pas forcément, mais l'avantage de l'autocratisme, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, c'est que c'est rapide. La Chine a bien géré le Covid il y a 2 ans parce qu'ils ont décidé d'enfermer, de confiner tout le monde très vite, et ça a été très très vite suivi et très bien. Donc, vous voyez, l'autoritarisme pour ça a un gros avantage sur les systèmes plutôt dialogaux, c'est que ça va beaucoup plus vite. Donc, du coup, dans un système de leadership habile, les changements peuvent être lents. Pas forcément, mais ils peuvent être lents. Donc, ça peut être frustrant. Du coup, ce n'est pas vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas le type de personnalité pour travailler dans ce genre de système-là, ça faut en être conscient. D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un qui a mis en place des modèles d'organisation plates dans son entreprise. Il m'a dit le plus gros problème, c'est pas quand ça marche, c'est les gens pour qui ça marche pas. Il y a toujours des fans, il y a toujours des gens qui trouvent ça génial, mais il y a aussi des gens qui peuvent pas vivre avec ce genre de système. Et puis enfin, apprendre prend du temps. Vous voyez, apprendre à naviguer ces environnements complexes, ces changements lents, leadership distribué, tous ces principes qu'on a vus, ça prend du temps. Donc ça demande du temps. Donc il faut être prêt à investir un petit peu avant que ça puisse fonctionner. Voilà pour notre leadership habile. Le prochain épisode, vous aurez un résumé des 10 derniers. Je me suis dit que j'allais essayer de faire une synthèse, parce que vous avez l'impression, et c'est pas qu'une impression, parce que j'ai la même que vous, c'est que ça fout le camp dans tous les coins, ça part dans tous les sens. On vous dit de faire ci, on vous dit de faire ça, faut être un leader comme ça, faut faire un leadership comme ci. Est-ce qu'on peut faire une synthèse ? Alors je sais pas, je m'y attelle, et on verra la semaine prochaine si on arrive à un résultat probant. D'ici là, à bientôt, bonne semaine, ciao.